Alors on passe directement vers professeur Midawi Anwar, ingénieur docteur, professeur à l'ENSAM de Casablanca. Merci. Donc tout d'abord, je remercie l'EMG à travers son président, professeur Bouhami, pour l'accueil. Et je remercie aussi l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation et la richesse des informations présentées. Donc aujourd'hui, je vais présenter la thématique de la maintenance 4.0. Donc intitulé la maintenance intelligente au service de la performance, de l'entreprise. Donc je vais commencer par petite histoire de la maintenance 4.0, donc le modèle de la maintenance, les entreprises et la maintenance 4.0, donc on va faire un état des lieux de ce qui existe jusqu'à maintenant, et par la suite la mise en place de comment mettre en place la maintenance 4.0 et voir des cas pratiques de la maintenance 4.0. Donc, comme présenté hier par le professeur Bouhami, donc l'histoire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'industrie 4.0. En fait, le défi qui était pour la fonction maintenant, c'est de suivre cette évolution de l'industrie 4.0. Donc, on avait dans un premier temps tout ce qui est maintenance corrective et curative. Par la suite, le développement vers des modèles de maintenance préventive avec la maintenance systématique, la maintenance conditionnelle. Maintenant, on parle plus de la maintenance prédictive et la maintenance proactive en essayant de profiter des avancées technologiques et des avancées des systèmes d'information et de l'informatique. Donc la maintenance, elle est en développement continu par rapport aussi à l'industrie 4.0. Donc juste pour qu'on puisse parler de l'intérêt de la maintenance d'une manière générale et spécialement la maintenance 4.0, donc je vais vous donner quelques chiffres. Le coût d'une heure d'arrêt des machines en 2021, donc avancé par le cabinet SenseI, un cabinet américain, donc s'élève à, par exemple, pour le secteur automobile, à environ 1 million d'euros. Donc pour le secteur, par exemple, de l'industrie lourde, ça va jusqu'à 157 000 euros. Donc c'est un chiffre énorme de coûts d'arrêt ou ce qu'on appelle aussi les coûts de défaillance. Et ces coûts de défaillance, ils doivent être résolus par la maintenance, et on va voir après par la suite quel est l'apport de la maintenance 4.0 et spécialement la maintenance prédictive pour la réduction des coûts qui sont très très importants. Donc je vais juste vous donner aussi un autre aperçu. Donc quand je travaillais dans une cimenterie, le coût maintenance de cette entreprise-là s'élève pratiquement, je parle des coûts directs, donc s'élève pratiquement à 40% du chiffre d'affaires. Donc là, la maintenance, c'est plus une fonction support, mais je pense que c'est plus une fonction principale au sein de l'entreprise. Ça sera un levier important de profit ou vraiment un cas catastrophique qui peut induire la fermeture de l'entreprise. Pour ne pas sortir de l'objectif de la maintenance, en fait, il y a plusieurs objectifs, mais les deux objectifs principaux de la maintenance, c'est la réduction des temps d'arrêt et du coup l'amélioration de la disponibilité du parc et des machines. Donc on peut parler d'un parc industriel, un parc informatique, etc. Et aussi la minimisation des coûts des 5M, à dire tout ce qui est pièces de rechange, la main-d'œuvre, etc. Et du coup, en fait, si on va parler de la réduction du temps sans performance économique, on est à 50% de l'objectif de la maintenance. Ces objectifs-là, ils vont avoir des contraintes. En fait, comment collecter les données? Donc on va parler des problèmes de fiabilité par la suite. L'analyse de ces données-là et du coup la qualité de ces données-là et la véracité de certaines informations
et par la suite la prise de décision. Est-ce que la prise de décision est en adéquation avec des contraintes de production, avec des contraintes de coût, avec des contraintes logistiques, etc. Sans trop tarder, donc je vais passer directement au modèle de la maintenance 4.0. Donc au sein de l'ENSAM Casablanca, nous avons développé un laboratoire et au sein de ce laboratoire-là, une petite équipe qui s'intéresse à tout ce qui est smart system dans l'industrie. Et nous travaillons avec des doctorants sur la thématique de la maintenance 4.0 et je vais vous présenter un schéma global sur le modèle utilisé par les grandes entreprises actuellement sur la maintenance 4.0. Donc, principalement, il faut équiper les systèmes industriels ou les machines par des capteurs qui sont intelligents, la collection de données, le transfert de données vers des serveurs ou vers des clouds intelligents qui vont faire par la suite la consolidation des données et du coup à l'aide de plusieurs modèles, je vais les présenter après, de deep learning, des modèles d'équation physique ou des modèles hybrides, à faire par la suite l'analyse de données soit à l'aide de méthodes classiques très connues, l'analyse factorielle, l'analyse de la composante principale, etc., ou des algorithmes avancés de machine learning ou de réseaux de neurones artificiels. Par la suite, la détection des dérives, donc dans la 16e étape. Et la 7e étape, c'est l'analyse prédictive et proactive en termes de causes racines et les routes causes des problèmes issus. Et là, il va falloir un apport des experts en la matière pour apporter leur savoir-faire pour essayer de valider les données des algorithmes auparavant. À l'étape 8 et 9, c'est la planification à travers des systèmes d'information comme la GMAO. Avant, puisque nous sommes toujours dans la prédiction et dans l'anticipation, on peut faire des simulations virtuelles sur les interventions qu'on peut faire. Et là, on peut faire appel aux techniques de la simulation virtuelle et de la réalité virtuelle pour faire des estimations de temps d'intervention et d'ergonomie. Et par la suite, nous allons faire l'exécution de l'intervention et essayer de voir quelle est... Et à la fin, on peut stocker l'information dans la phase 11 pour l'exploiter par la suite et en faire sortir des indicateurs KPI ou améliorer le système déjà établi au niveau de la GMAO pour améliorer l'historique. Donc, je vais vous présenter rapidement la technique de la réalité augmentée qui a été déjà présentée auparavant par mes collègues, mais qui est la suite de la réalité virtuelle où on peut l'exploiter au niveau de la maintenance pour apporter tout ce qui est méthode de maintenance, tout ce qui est technique et tout ce qui est gain de temps, parce que le gain de temps au niveau de la maintenance, ça va faire chuter les coûts de défaillance dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça marche pas. Nous avons travaillé avec le professeur Bouhami lors de ma thèse en maintenance entre 2009 et 2013 et nous avons démontré que la principale composante au niveau de l'amélioration de la maintenance, ça passe par la formation des agents et la simplification de l'ergonomie du travail. Et du coup, la réalité augmentée, ça va apporter beaucoup d'avantages et du coup un gain de temps énorme pour
pour améliorer la maintenance, pour améliorer le temps et du coup rentrer dans un cadre de lean maintenance et chasse au gaspillage au niveau de la maintenance. Et ça c'est très important et c'est pour cela au niveau du modèle, j'ai parlé ici de la simulation virtuelle et de l'exécution de l'intervention et pour pouvoir simuler avant de passer sur le terrain et éviter des pertes de temps. Donc, le modèle de la maintenance 4.0 contient beaucoup d'avantages. Donc, agir pendant la période optimale de la maintenance, analyse de l'évolution des paramètres. Donc, on peut analyser les causes racines, on a le temps d'agir en amont, analyser les coûts de l'intervention avant de faire l'intervention. Et ça, c'est très, très important, parce que calculer les coûts en amont, ça va être très important avant de les subir en aval. Réduire le temps de l'arrêt, donc simulation de l'intervention à l'aide de la réalité virtuelle. Et par la suite, utiliser la réalité augmentée pour assister peut-être à distance les opérateurs et les agents dans leur exécution et aussi pour former les futurs agents après insertion au niveau de la maintenance. Juste pour vous donner des exemples, hein, parce que les grandes sociétés à travers le monde, ils ont commencé à partir des années 2005-2006 des programmes de maintenance prédictive et de maintenance 4.0. Par exemple, Schlumberger, un opérateur pétrolier mondial, a annoncé qu'un programme de maintenance prédictive sur les pompes a permis d'économiser plus de 8 millions de dollars en moins d'un an. 8 millions de dollars, c'est un gain énorme grâce à la maintenance prédictive et sur quelques composants qui sont critiques et non pas sur toute la société. Avec la maintenance prédictive aussi, les coûts maintenance sont réduits de 10 à 40%. Et le nombre de pannes est passé à 50% de réduction selon la source de McKinsey. Je pense que la maintenance prédictive commence à démontrer leurs avantages et toutes les grandes entreprises maintenant investissent dans des solutions de ce genre. Actuellement, nous travaillons sur la simplification de ce modèle au sein de l'équipe de recherche parce que quand on va, par exemple, parler avec une société, je vais dire PME, et surtout au Maroc, quand on va leur parler de modèle que j'ai présenté tout à l'heure, ils vont voir que l'investissement va être colossal, le temps, la formation des collaborateurs, l'auto-encadrement, etc., etc. Et du coup, ça va être très difficile de les convaincre. Donc actuellement, nous travaillons sur la simplification de ce modèle-là, voire la simplification des solutions comme des petites applications prédictives simples, des petits tableaux de bord qui contiennent des KPI simplifiés, etc. Donc le modèle actuellement c'est pas encore finalisé, mais ça va contenir la collection de données, le transfert, la consolidation des données, puis l'analyse et la visualisation à travers des modèles simplifiés et aussi des petites applications qu'on peut les rendre gratuitement par la suite. Et à la fin, la détection des dérives et la programmation des interventions au niveau des GMAO. Et là, je vais ouvrir une parenthèse qui a été initiée hier par M. Bouhani, c'est que actuellement, on fait des visites et de l'accompagnement au niveau des entreprises industrielles. Et malheureusement, même pour des grandes sociétés, ils investissent dans des GMAO qui coûtent des fois plus que 1 million de dirhams, mais quand on fait l'audit de l'application, on trouve qu'elle est en vers 20 ou 30%. Donc, les agents et les cadres n'utilisent pas cette plateforme informatisée de gestion de maintenance, premièrement. Deuxièmement, la fiabilité des données
elle est en question, et du coup les KPI qui sont, les indicateurs qui sont issus de cette application-là, ils vont être forcément biaisés, et du coup la prise de décision, elle sera en question. Et par la suite, la majorité des entreprises, ils abandonnent partiellement, totalement cette solution-là vers peut-être la gestion par Excel ou la gestion par d'autres moyens. Et du coup, il va falloir travailler sur cet aspect-là. Donc, je vais revenir à comment mettre en place la maintenance 4.0. Ce que je voulais dire, c'est que l'évolution de la maintenance et les niveaux de maturité de la maintenance, ils sont différents. Okay? Donc, on peut aller dans une grande société de renommée et on peut trouver un niveau de maturité de 3 ou de 2. Et on peut aller dans une petite PME qui ne contient pas beaucoup de personnes et on peut trouver un niveau 5 comme un niveau 1. Il est où le problème? En fait, le problème, c'est que quand on met en place une politique de maintenance au niveau de l'entreprise, on ne définit pas les priorités et on ne fait pas attention à ces degrés de maturité. Donc je vais les présenter rapidement. Le premier niveau, c'est est-ce qu'on fait du palliatif et du curatif? Ça, je pense, la majorité des entreprises, ils le font parce que pour survivre au niveau du marché, ils doivent être compétitifs. Deuxièmement, c'est un plan de maintenance systématique. Le troisième niveau, est-ce que l'entreprise fait du conditionnel? Et là, en fait, le conditionnel, je vais donner des exemples, c'est est-ce qu'on fait la surveillance vibratoire? Est-ce qu'on surveille la température de nos équipements qui présentent des problèmes d'échauffement? Est-ce qu'on fait l'analyse des huiles, par exemple, de lubrification, etc. Donc, est-ce qu'on fait des mesures et est-ce qu'on fait des changements sur des seuils alarmants et critiques? Ça, c'est le niveau 3. Le niveau 4 de la maturité, est-ce qu'on fait du prévisionnel? Ça veut dire des mesures périodiques avec l'exploitation de l'historique. Et là, je note sur la fiabilité des données introduites. Ça, c'est très très important. L'estimation d'une courbe de dégradation et par la suite, le changement à une date prévisionnelle. Pour cela, on l'appelle la maintenance prévisionnelle. Et le cinquième niveau, c'est le monitoring en ligne. Donc, c'est le suivi de la dégradation en ligne ou des paramètres physiques en ligne, accouplé à l'intelligence artificielle, accouplé à toutes les techniques qui ont été présentées par mes collègues aujourd'hui et hier. Donc, en mesurant en continu les données, accouplé à des algorithmes intelligents de calcul de la durée de vie résiduelle, et par la suite proposer des changements prévisionnels et des actions correctives pour éviter des problèmes de niveau 1, donc de palliatif et du curatif. Malheureusement, puisque nous, au niveau de l'équipe de maintenance et des smart systems, on travaille beaucoup avec les sociétés marocaines et du coup, on veut établir un modèle adapté au contexte parce que si on va leur donner des modèles qui sont plus ou moins théoriques, ça ne va pas être très on va pas être sur la même longueur d'onde et du coup, il n'y aura pas une entente entre nous et le monde industriel. Donc, la majorité des entreprises se limitent au degré 2, voire niveau 3 de la maturité en maintenance. Donc, et c'est déjà pas mal, hein, parce que si on fait la maintenance conditionnelle comme il faut, c'est déjà pas mal pour la performance économique de l'entreprise. Donc, au niveau de l'analyse des équipements avant de monter en maturité, en fait, ici, pour monter en maturité de niveau 3 au niveau 5, il y a une exigence au niveau de la politique maintenance qui est très très importante. Quelle est cette exigence-là? C'est que
sur une usine qui contient des centaines, voire des milliers d'équipements, est-ce qu'on va appliquer la maintenance prédictive à tous les équipements ou à certains équipements? C'est ça la question qui se pose, parce qu'il y a un investissement derrière, il y a un effort derrière. Est-ce qu'on a les équipes et la main-d'œuvre nécessaire pour faire le travail, etc. Du coup, on fait appel à ce qu'on appelle la maintenance basée sur la fiabilité. En fait, la maintenance basée sur la fiabilité, ça va nous permettre de recenser les équipements au niveau de l'usine. Par exemple, combien d'unités, combien de lignes de production, combien d'éléments, etc. Par la suite, est-ce qu'on va appliquer la maintenance prédictive niveau 3, niveau 4 ou niveau 5 sur tous les équipements? Bien sûr que non. Donc on va les appliquer sur les équipements les plus, à votre avis, pas les plus coûteux, les plus critiques. Donc les éléments les plus critiques. Mais pour le premier, c'est quoi critique pour le deuxième? Donc la criticité, ça va varier. En fait, les Américains, ils ont développé des modèles de maintenance basés sur la fiabilité avec deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est, donc dans un premier temps, on va calculer la criticité en fonction des conséquences, donc de la gravité de la panne. Si cet équipement est en panne, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il y a un problème sur l'environnement? Est-ce qu'il y a? Ok. Et deuxièmement, à votre avis, il y a la conséquence et il y a la probabilité que cet équipement tombe en panne. Par exemple, si on va prendre une matrice de classification, donc entre la probabilité qui est là et la conséquence qui est dans l'axe X, si on va trouver que notre équipement obtient la note 18 au niveau de la probabilité et 20 au niveau de la conséquence, à votre avis, elle est dans quelle classe? Elle est critique, elle est dans la classe rouge, elle est dans la classe A. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va classifier nos équipements dans un premier temps avant de parler des degrés de maturité. Est-ce que cet équipement-là, est-ce que cette ligne de production, elle est classée A, B, C ou D? Est-ce qu'on va faire le même effort pour la classe D et pour la classe A, à votre avis? Bien sûr que non. Donc, et du coup, on va adapter nos politiques maintenance sur ces équipements-là parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes criticités. Je vais vous donner un exemple. Il y a des équipements qui vont arrêter toute l'usine. Okay? Comme l'électricité, par exemple. Okay? Si on n'a pas de redondance, un groupe électrogène, etc. Mais par exemple, vous avez maturité 4 et degré de maturité 5, donc on va inciter les décideurs au niveau de l'entreprise à faire des investissements sur la classe A, et peut-être pour la classe C et D, on va se limiter à tout ce qui est degré de maturité 2 et 3, en faisant la maintenance systématique, en faisant la maintenance conditionnelle, etc., qui coûte moins cher que la maintenance prédictive. Donc, ici, je vais présenter le niveau de maturité 4. Par exemple, on va parler de la surveillance par l'analyse vibratoire. Donc, la maintenance prévisionnelle ou le degré de maturité 4, c'est un couplage de données mesurées avec l'historique. L'agent maintenance, il se déplace pour mesurer l'accélération, la vitesse issue des capteurs des accéléromètres au niveau de l'analyse vibratoire. Donc l'utilisation de ces données-là au niveau d'une base de données avec un modèle mathématique comme la loi de Weibull, les réseaux bayésiens, la simulation de Monte-Carlo, etc. Et par la suite, estimer des temps de défaillance et des durées de vie par la suite au niveau de l'axe du temps ou vers X semaines ou X mois pour essayer de prédire
la défaillance et ne pas se limiter aux préconisations du constructeur. Ça, c'est le niveau 4. Et croyez-moi, donc, j'ai fait beaucoup de visites au niveau de sociétés marocaines. Il y a des grandes sociétés qui ont la possibilité de faire des investissements. Ils emmènent par le niveau 4 ou le niveau de maturité 4 au niveau de leur maintenance. Donc, il n'y a pas que la maintenance 4.0 et la technologie, mais il y a aussi la possibilité de convaincre les décideurs à faire des changements. Et il y a aussi une faculté de faire la conduite du changement en parallèle avec la maintenance 4.0. Et ça, c'est très, très important. Le niveau 5, c'est la surveillance par l'analyse vibratoire, mais maintenant, c'est le monitoring et le suivi continu en ligne avec des capteurs Wi-Fi qui transmettent l'information vers des serveurs qui sont analysés par la suite par des modèles multiphysiques et multicritères avec des réseaux de neurones, par exemple, artificiels et le deep learning. Je vais présenter quelques travaux tout à l'heure. Et la prédiction des défaillances, soit mineures ou majeures. Par exemple, majeures, c'est les pannes, ou mineures, parce que des fois, les défaillances mineures, elles peuvent présenter des coûts de défaillance importants. Et par la suite, la prise de décision par les décideurs selon leurs contraintes techniques. Donc, je vais vous donner un exemple rapide ici. Nous avons en bas un système rotatif classique, donc un moteur, ventilateur, ça peut être une pompe, etc. Donc, on va collecter à l'aide des capteurs l'ensemble des informations, ça peut être la vibration, la température, les ondes acoustiques, etc., etc. Donc un ensemble de capteurs qui sont transmis ici à l'OPC. Par la suite, elle est transmise, par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est la solution ABB, parce que les grandes sociétés maintenant, ABB, Siemens, General Electric, etc., présentent des solutions clés en main pour aider les entreprises à gagner du temps dans la mise en place. Et par la suite, à droite, nous avons ici les spectres issus par exemple de l'analyse vibratoire. Et à la fin, ils sont couplés à d'autres modèles pour essayer de voir quels sont les paramètres qui perturbent la production et qui font arrêter la ligne de production. Donc, je vais terminer par ce volet-là de la recherche scientifique. Comme on voit ici, donc nous avons fait avec les doctorants une analyse de la littérature pour voir ce qui existe ces dernières années, entre 2016 et 2021, dans la recherche scientifique au niveau de la maintenance prédictive, pour ne pas réinventer la roue. Okay? En fait, ce que nous avons trouvé, c'est que la majorité des articles et des publications se basent sur, je peux dire, deux familles, sur l'intelligence artificielle d'une manière générale, mais sur deux familles, sur des familles, par exemple, basées sur les arbres de décision, comme le Random Forest, ou par exemple sur l'apprentissage via des réseaux de neurones artificiels, l'ANN ou le Deep Learning. Okay? Je pense que les professeurs avant moi, ils ont parlé de Deep Learning et des autres techniques de l'intelligence artificielle et qui sont, comme vous voyez ici au niveau des statistiques, nous avons relevé pratiquement presque 100 travaux qui sont indexés que sur ces techniques-là d'actualité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, Cipollini avec d'autres chercheurs, ils ont exploré la CBM, Condition Based Maintenance, sur les systèmes de propulsion navale, et ils ont utilisé plusieurs paramètres. On voit ici au niveau du tableau qu'ils ont utilisé la vitesse, la pression, la température, etc. Donc ils ont utilisé presque 25 variables mesurées. Et à droite, ils ont défini 15 modes de défaillance des équipements
Et après exploration des données et l'analyse des données, ils ont sorti avec des résultats que j'ai mis au niveau de références bibliographiques. Donc à la fin, donc je ne vais pas trop tarder, à la fin, la mise en place de la maintenance 4.0, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, c'était la science-fiction pour les entreprises et pour les chercheurs, parce qu'on n'avait pas vraiment de technique et on n'avait pas vraiment la visibilité parce que la programmation et la collecte étaient complexes et longues. L'intégrateur ou l'informaticien doit changer tout et on doit changer aussi de personne si on va avoir des problèmes, par exemple de défaillance qui vont changer. Et du coup, la tâche était très difficile. De nos jours, l'application de la maintenance est désormais abordable. Il y a des plateformes qui sont dédiées pour le stockage, pour la collecte, pour le stockage, pour l'utilisation des données. Des algorithmes, comme il a expliqué notre collègue hier, des algorithmes qui sont peut-être gratuits au niveau des plateformes sur Internet. Des entreprises maintenant comme ABB, GE, Siemens qui présentent, c'est vrai c'est un peu cher, qui présentent des solutions qui sont clés en main, qui peuvent être installées sur plusieurs mois, mais qui vont donner des bénéfices, comme on a vu, entre 10 à 40% pour l'entreprise. Et merci beaucoup. Alors, merci pour votre présentation, M. Anwar. Et je pense que c'est le seul qui a respecté le temps. Donc, alors, on va passer aux questions directes, je pense, dans la salle. On va prendre une question de professeur Hamid Mounial. Oui. Donc, je vais direct j'ai en fait deux petites questions. Ma question est-ce qu'il y a déjà un standard, disons, des étapes à suivre qui est pour cette, disons, pour la partie maintenance? Je sais par exemple pour ce qui est automotive, il y a la sûreté de fonctionnement, donc ça c'est pour le véhicule. Là c'est plus la maintenance, je pense, des équipements qui fabriquent le véhicule. Donc dans ce qui est safety, c'est ISO, je pense 26-26. Donc je me demande pour la maintenance, est-ce qu'il y a un standard qui est équivalent? Il y a une procédure VNV, validation, vérification. À part ça, dans la petite simulation, je pense l'exemple que vous avez donné, est-ce que vous donnez en compte le fait qu'il y ait des erreurs sur les capteurs? Les mesures qui sont collectées par les capteurs, celles sont fausses ou bien est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que ça va affecter la décision qui va venir après? Un dernier point, là pour le tableau avec les scores, orange, rouge et le score, on se base sur quoi pour donner le score 18, 20 à un certain critère? Merci. Qui parle des niveaux de maturité de la maintenance. Mais si on va prendre chaque industrie, par exemple l'automobile, l'IATF 16949, il ne va pas parler des degrés de maturité, mais il va parler plutôt de la politique maintenance et des étapes à suivre. C'est pareil pour l'aéronautique avec le N9100. Pour le standard, par exemple, pour l'OCP, il travaille beaucoup avec les standards américains de l'API. Okay, donc tout ce qui est secteur pétrolier. Donc là, on ne va pas trouver aussi, ce qu'on a fait un audit avec eux en 2018, on ne va pas trouver des degrés de maturité précis, mais on va trouver plutôt des recommandations, par exemple pour les éléments critiques comme les chaudières, comme les éléments qui sont très critiques au niveau de l'entreprise. Okay, donc là, on peut trouver l'API 500, par exemple, 54, etc. Donc il y a plusieurs standards, mais qui sont liés au domaine plutôt qui sont génériques. Okay, je vais passer à la question des capteurs. En fait, je ne peux pas dire que les capteurs ne se trompent pas. Mais avant, on se fiait à un seul capteur pour faire la maintenance conditionnelle. L'analyse vibratoire, ce sont les accéléromètres. On peut faire un étalonnage à plusieurs fréquences, mais ça reste plus ou moins, je peux dire qu'il y a un taux de fiabilité de la donnée. Donc je ne peux pas dire, par exemple, est-ce que c'est 90 ou 80, mais c'est assez fiable. Mais maintenant, je pense, si on va avoir comme dans l'exemple que j'ai montré, plusieurs paramètres
la pression, la vitesse, la température, etc., je pense que le taux d'erreur va diminuer avec la multiplication de ces capteurs. La difficulté, ça va être comment, en fait, est-ce que le modèle développé avec le deep learning, par exemple, est-ce qu'il est vraiment fiable? Ça, je suis d'accord. Ok. La dernière question. Très bien. Donc la dernière question, la maintenance basée sur la fiabilité, il n'y a pas un standard, mais il y a un guide. Il y a un guide, je ne me souviens pas de son numéro, mais il y a un guide américain qui va parler de la procédure d'une manière générale. Comment faire la maintenance basée sur la fiabilité, ok? La RBM, Reliability Based Maintenance. Mais au niveau des critères, c'est chaque entreprise, il doit les personnaliser. Ben, par exemple, au niveau de la conséquence, si je me souviens bien au niveau de l'OCP, parce qu'on avait participé avec eux dans la mise en œuvre de la maintenance basée sur la fiabilité, au niveau de leur entreprise, ils ont spécifié 4 paramètres à calculer pour la conséquence. Donc, il y a la gravité de la panne, il y a le coût de la panne, il y a l'impact sur l'environnement, et je pense, le dernier, je ne me souviens pas très bien, mais je pense que c'est l'aspect safety, okay? C'est l'aspect sécurité. C'est pareil pour la probabilité. Donc, la probabilité, c'est la fréquence et l'occurrence de la panne. Et je pense avec ces 6 paramètres, je pense que la criticité est significative. Eux, ils travaillent maintenant, ils l'ont développé en 2017-2018 et maintenant, ils l'ont introduit au niveau de leur politique maintenance. Pour eux, la stratégie maintenance, elle est basée sur la maintenance, basée sur la fiabilité. Il y a des équipements critiques, il y a des équipements moins critiques, il y a des équipements secondaires. Précision. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer les choses progressivement. Oui. Et ce qu'il faut prendre en compte, surtout, c'est l'évolution. Oui. Pas la précision des données, mais surtout l'évolution. Et l'évolution, bien entendu, positive. C'est-à-dire la réduction des temps d'arrêt, la réduction des coûts de maintenance, etc. C'est ça qui est fondamental. Mais si on veut, par exemple, chercher la précision au niveau du coût, etc., c'est une utopie. Oui. Moi, je le dis à tous les chefs d'entreprise, c'est une utopie. Ne demandez pas aux gens de calculer le coût de maintenance, etc., parce qu'il y a plein d'erreurs. Plein d'erreurs, il y a des gens qui ne saisissent pas bien les données, il y a une latence dans la saisie des données, etc. etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un échec assez important des GMO. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline de la part de ceux qui saisissent, des données qui sont nécessaires pour que le logiciel puisse faire son travail. Le logiciel, comme vous le savez, c'est une boîte noire. Vous lui rentrez des choses fiables, il sort des choses fiables. Vous lui rentrez des choses fausses, il sortira des choses fausses. Et puis le problème, c'est que les gens, pas les ingénieurs, parce qu'ils sont au courant, ils savent, mais les autres personnes, lorsque le logiciel sort quelque chose qui n'est pas bon, il ne va pas dire c'est pas moi. C'est le logiciel qui ne va pas. Il a mis les données qui ne sont pas précises, il va dire le logiciel, c'est n'importe quoi. Ouais. Et par conséquent, il va l'abandonner. Et c'est ça le gros problème de tout ce qu'on parle au niveau de la maintenance, c'est, il l'a bien précisé, c'est qu'il faut absolument sensibiliser, former et surtout demander aux gens d'être disciplinés. C'est ce que les Japonais appellent le shitsuke. Alors donc, ma question est directe, je rejoins la question assez posée par mon collègue. Bon, est-ce que vous n'avez pas de pensée d'intégrer des facteurs correctifs pour corriger les erreurs effectuées par, ou bien, par les capteurs? En se basant sur des anciens, c'est-à-dire des anciens travaux qui ont été effectués au niveau de ce sens. Ça n'est pas votre part pour les algorithmes. Donc, hier, nous avons parlé comment vous pouvez intégrer, soit deep learning, soit réseau de neurones, soit d'autres algorithmes. Est-ce que donc on n'avait pas, c'est-à-dire
cibler les algorithmes qu'on peut utiliser dans un tel événement. Par exemple, moi j'ai l'industrie 4.0 qui touche un tel domaine, il faut que je fasse ça et ça. Et merci beaucoup. Sur les capteurs en termes de technologie, je ne pense pas. C'est assez difficile de mettre des redondances de capteurs. On peut parler de la redondance triviale. Donc, parce que si on va mettre deux capteurs, si on aura deux valeurs, ça va être très difficile de trancher. Quelle est la valeur la plus correcte? Mais pour être sûr, on doit mettre 3 capteurs. Et déjà, si on va parler à l'entreprise de mettre 3 capteurs sur des milliers d'équipements, déjà ça va être... donc là, le facteur de correction physique, ça va être très difficile. Si on va parler des facteurs au niveau modèle mathématique, ça dépend du modèle. Pour la deuxième question, vous avez parlé du deep learning. En fait, le deep learning, c'est la technique d'une manière générale, mais si on va l'appliquer, par exemple, sur le domaine des pompes, ça ne va pas être le même modèle que pour les moteurs électriques. Donc, dans un premier temps, il va falloir déjà comprendre les lois de comportement de chaque machine. Parce qu'il y a des lois de comportement mécanique, il y a des lois de comportement électronique, etc. Et avec la complexité, je pense, des machines mécatroniques, il va falloir développer et se baser, comme j'ai dit, sur les dernières nouveautés pour essayer d'améliorer leur modèle. Et c'est ça ce qu'on fait avec... et tout à l'heure, j'avais parlé avec le professeur Brahimi, donc notre équipe, elle est composée d'informaticiens, parce qu'on ne peut pas travailler sans les informaticiens. Et les informaticiens ne peuvent pas développer un modèle sans les données techniques qu'on leur fournit et la filtration des données. Merci. Vos réponses. Alors, si on n'aura pas d'autres questions, alors je... Petit complément. De plus en plus sur ce volet, ça va être le deep reinforcement learning. Donc c'est en fait les avantages du deep learning avec un apprentissage en fait avec l'expérience, etc. Donc ça c'est effectivement c'est un sujet du futur qu'on souhaite d'ailleurs travailler avec notre cher professeur. Et par la suite, on va reprendre nos séries de conférences. Merci pour vous, merci pour la présence.